anticiper les litiges avant qu'ils n'arrivent. J'accueille donc maître Vanessa Lehmann, donc du cabinet ACG Associé. Vanessa, vous avez plus de 20 ans de recul et de retour d'expérience sur ces questions. Quelles sont, selon vous, les mauvaises surprises les plus fréquentes et comment l'employeur peut-il s'en prémunir efficacement? Merci Adrien. Oui, le maître mot, je crois, aujourd'hui, c'est celui de la prévention. Donc, on prévient beaucoup de choses. On va parler de la prévention en matière d'hygiène et de sécurité un peu plus après, mais là, on va surtout parler de la prévention dans les relations avec ses collaborateurs. Et j'ai choisi comme fil rouge, en dehors de cette notion de prévention, celle de l'oralité dans les relations, parce que en réalité, ça fait bien plus que 20 ans que je fais du droit social. Et j'ai toujours vu que l'oralité, c'est une bonne chose parce que ça met de l'humanité, ça met de la bienveillance, ça met de la confiance dans les relations, et notamment dans le monde viticole, c'est très important. Et je pense que la poignée de main, c'est important. Mais la confiance, la reconnaissance, la bienveillance, eh bien, ça n'exclut pas le contrôle, et surtout d'avoir en tête, à l'esprit, la notion de ce qu'est la juste distance avec ses collaborateurs. Alors, je sais bien, quand on voit un avocat, on pense la robe noire, les litiges, le conflit qui est déjà là. En réalité, on intervient beaucoup en amont, et plus on intervient en amont, plus on est en prévention, plus on sécurise les choses et moins on a de litiges et de conflits en général. Alors, j'espère que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Voilà, merci, c'est lancé. Merci Adrien. Donc, c'est pour ça qu'on avait intitulé ce slide « Sécuriser les contrats ». Alors, et les situations. Quelques chiffres clés, je trouve ça toujours intéressant de voir quand même que, vous savez peut-être que les litiges en matière viticole sont jugés par les conseils de prud'homme en une section spécialisée qui est la section agricole. Et vous voyez qu'il y a sur ce slide une diminution en réalité des contentieux, puisqu'on est à moins 42%, on était entre 2024 et 2025. On n'a pas encore les chiffres en cours, hein, bien sûr, mais on a quand même une nette diminution. Sur Châlons-en-Champagne, on est à 8,7% des instances de la juridiction en 2025. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, hein, bien évidemment. Les contentieux, j'appelle ça les pots de banane habituels. Même si on est dans la vigne, on glisse quand même sur des pots de banane. C'est toujours la même chose. C'est la contestation des licenciements et des ruptures de contrat de travail et la durée du temps de travail, avec un focus sur les heures supplémentaires et puis aussi sur les dépassements durée légale du travail. Donc, il faut savoir, ce n'est pas une vue de l'esprit, si quand on a des litiges, eh bien, ce sera forcément sur une de ces thématiques-là. Vous y rajoutez, vous y saupoudrez un petit peu de harcèlement moral et vous aurez une bonne vision globale des choses. Donc, je vous disais, j'ai mis comme fil rouge gare à la culture de l'oralité parce que, j'allais dire, on a toujours les défauts de ses qualités. Et le revers de la médaille, l'oralité, on va le voir, c'est un peu un revers dans à peu près toutes les relations de travail. Donc, si on commence par parler de l'embauche, Anne-Sophie vient de vous parler de l'embauche, je vous ai donné plein d'exemples de pots de banane classiques. Alors, le contrat de travail de droit commun, j'ai appris ça en première année de faculté, hein, il peut être verbal. Il n'y a pas besoin d'écrit, effectivement, on se serre la main. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un contrat, mais ça veut dire qu'il y a un contrat de droit commun, c'est-à-dire qu'il y a un CDI à temps plein. Ça veut donc dire que si vous voulez un CDD ou un temps partiel, ça ne va pas être juste de l'oral. Et puis, il y a beaucoup d'exceptions à ce principe. D'abord parce que l'employeur, notamment depuis une loi récente de 2023, doit pouvoir prouver qu'il a transmis des informations aux salariés, des informations super importantes, hein, le poste, la classification, la date d'embauche, son lieu de travail, sa rémunération. Et puis, il y a des clauses qui ne se présument pas. Bien souvent, les gens nous disent « Ah bah c'était sous-entendu, ils ont fait une lettre d'embauche, par exemple, ils n'ont pas fait de contrat. Après, ils envoient le contrat, dedans, il y a une clause de période d'essai, par exemple, la personne ne veut pas la signer. Bah, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de période d'essai, il n'y a rien de signé, donc il n'y a pas de période d'essai. Comme si ce n'est pas signé, bah, il n'y a pas de clause de mobilité, il n'y a pas de clause d'objectif, il n'y a pas non plus de clause de non-concurrence pour ceux qui emploient des commerciaux, par exemple. Donc, tout ça, ça ne se présume pas, et pour tout ça, la poignée de main, elle ne suffit pas. Et puis, elle ne suffit pas non plus, comme je le disais, pour les CDD, contrat de travail à durée déterminée. Celui-là, il doit être écrit, il doit être signé, il doit être transmis aux salariés dans les 48 heures du début du travail. Alors, on a de la chance parce que depuis quelques années, il n'y a plus de présomption irréfragable de CDI
quand on remet pas, quand on n'a pas la preuve qu'on a transmis le CDD dans les 48 heures. Mais enfin, il y a quand même une sanction qui est d'1 mois de salaire, donc il faut faire attention au délai. Et puis, le CDD, c'est un nid à clause obligatoire. Donc, il y en a plein, il y a plein de mentions obligatoires. Et la plus importante, c'est le motif du recours. Il faut quand même conserver à l'esprit, ce qui est un peu bizarre, c'est que en France, l'essentiel des embauches, c'est en fait dans des contrats précaires. Intérim, CDD, on sait que c'est ça la variable d'ajustement de la main-d'œuvre de nos jours. Alors qu'en réalité, dans le droit, le CDD reste l'exception. Le contrat précaire, c'est l'exception. Et comme toute exception, elle doit se justifier. Donc, il faut écrire noir sur blanc et signer, bien sûr, dans son CDD, un motif de recours. Vous en connaissez un par cœur, qui est celui de l'embauche, le CDD en saisonnier. Vous avez aussi celui pour remplacer un salarié absent. Vous avez celui pour accroissement temporaire d'activité. Dans chacun de ces cas, il y a des mentions obligatoires. Ça ne s'invente pas, ça ne se devine pas. Je vois encore passer des contrats dans lesquels on a laissé des trous. C'est-à-dire qu'on a pris un modèle de contrat dans lequel il y avait écrit pour remplacer monsieur ou madame un tel, et ce n'est pas complété. Et virgule, en sa qualité de, avec la qualification du poste, et ce n'est pas complété. Donc, j'allais dire, quand on donne un modèle, en général, s'il y a une raison, s'il faut compléter telle ou telle mention, bien évidemment. Pareil, on voit souvent des exemples, vous savez, de périodes minimales d'emploi où l'employeur pense que la période minimale d'emploi, c'est le terme du CDD. Donc, il va rompre le CDD comme ça, facilement, je veux dire, sans formalisme, juste à la fin de la période minimale d'emploi, alors qu'en réalité, ce n'était pas prévu comme étant un terme. Je reviendrai après dessus. Pour le temps partiel, pareil, je vous ai mis, ça, l'écrit s'impose. Si l'employeur ne peut pas rapporter la preuve, s'il n'y a pas d'horaire dans le contrat de travail, et s'il ne peut pas rapporter la preuve de la répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois, et aussi prouver que les horaires de travail ont été transmis aux salariés dans un délai préalable de 7 jours, ce qui est souvent très difficile à faire dans une activité proche de la nature en général, hein, viticole ou agricole, eh bien, le contrat sera réputé à temps plein. Et qui dit temps plein dit une sanction hyper sévère, puisqu'on peut être condamné à rembourser, enfin à payer plus exactement, des rappels de salaire sur une durée totale de 3 années, puisque c'est la limite de la prescription. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Imaginez quelqu'un qui est employé à 20 heures par semaine. Si vous êtes condamné à lui repayer en plus 15 heures par semaine sur 3 ans multiplié par 52 semaines, ça fait vite beaucoup, beaucoup. Donc, encore une fois, un formalisme qui est important à respecter à l'embauche. On y revient encore. Là où j'ai un CDD irrégulier, c'est lorsqu'il se poursuit après son terme. Oh ben, j'ai encore besoin de toi demain matin, tu reviens. Il suffit que la personne revienne juste pour la matinée, par exemple. Son CDD devient un CDI. L'exemple de la durée minimale d'emploi, je vous en parlais il y a une seconde. L'exemple classique, vous savez, c'est pendant la période de taille en Champagne. La taille, normalement, c'est jusqu'au 31 mars. Du coup, si vous mettez, je vous prends en CDD pour la taille, donc normalement, ça veut dire jusqu'au 31 mars. Si vous voulez mettre une date différente ou si vous voulez prévoir une organisation différente, vous mettez sur telle parcelle, par exemple. Mais ce n'est pas présumé. Il faut que ça soit explicité sur le contrat. Pareil, j'ai eu un exemple là, il y a 2 semaines d'un essai professionnel sur site. C'est-à-dire qu'on a fait venir une dame en disant comme ça, ce qui était plutôt sympa et ça allait dans le droit fil de ce qu'expliquait Anne-Sophie pour autant il y a quelques minutes. C'est voilà, comme ça tu peux voir ton environnement de travail, le lieu, les gens avec qui tu vas travailler. Tout ça est très sympa. Sauf qu'il n'y avait pas de lettre d'embauche, il n'y avait pas de déclaration préalable d'embauche, il n'y avait pas de contrat de travail. La personne est venue juste quelques heures. Elle n'a pas travaillé. Elle a observé, un petit peu comme nos stagiaires de 3e, vous savez. Donc, c'était un petit stage d'observation. Eh bien, en réalité, c'était non seulement une vraie embauche en CDI, et qui plus est, un délit de travail dissimulé, puisque, en fait, en réalité, la personne n'était pas déclarée. Donc, c'est interdit. Voilà, donc attention aux essais professionnels. Toujours sur la culture de l'oralité, on a, peau de banane classique, comme je vous disais, des problèmes sur les horaires de travail et sur les temps de repos. Donc, on est assez binaire en droit du travail.
il y a la case horaire collectif et il y a la case horaire individualisé. Donc, soit on a des horaires collectifs, ils sont affichés, datés, signés, déposés à l'inspection du travail. Et ça s'applique à tout un service. Tout le monde commence à la même heure, 9h, midi, 14h, 17h. Si on n'est pas dans cette case-là, alors on est dans la case horaire individuel. Dès lors que vous êtes dans la case, entre guillemets, je dis une case, c'est un article du Code du travail, ça veut dire qu'on a des plannings horaires. Et encore une fois, ils doivent être remis aux salariés 7 jours à l'avance. C'est beaucoup dans certains secteurs. Et surtout, l'employeur doit mettre en œuvre un dispositif de suivi des horaires de travail fiable. C'est-à-dire que je dois prouver qu'en amont, j'ai transmis les horaires et qu'en aval, je les ai effectivement respectés. Alors, j'imagine que vous avez des gens au service paye qui régulièrement vous disent « Mais est-ce que vous avez fait émarger ? Attention, n'oubliez pas de nous renvoyer vos feuilles d'émargement. » C'est super important. En général, c'est quand le dossier arrive chez moi que je demande et OK, il y a les bulletins de paye, mais s'il n'y a pas les feuilles d'émargement, on a un souci. Autre souci qu'on rencontre très souvent, vous savez, c'est les employeurs et les salariés qui les y poussent d'ailleurs souvent, qui échangent beaucoup maintenant par SMS, par WhatsApp. Tu viens à quelle heure demain matin? Tu reprends à 14h, etc., etc. C'est la culture du 21e siècle, on est tous d'accord. Sauf que le Code du travail, c'est pas le 21e siècle. Ces textes-là, ils datent, je ne veux pas dire fin 19e, mais début 20e. Donc, ils n'ont pas été modernisés. Donc, il faut savoir que les horaires de travail, et ça peut se comprendre, le salarié doit être à même de connaître les heures à laquelle il travaille. Il a une vie familiale, il a une vie personnelle, et je vois, pour refaire le lien avec ce que disait Anne-Sophie à l'instant, je vois souvent des collaborateurs se plaindre et des dossiers commencer à devenir vraiment conflictuels avec des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de respect de leur vie familiale et personnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir un employeur qui a ses soucis de vie, d'urgence, etc., son business, son entreprise, et c'est tout à fait légitime, mais qui ne va pas forcément intégrer les contraintes de ses collaborateurs. Donc, faites attention à ça. Le WhatsApp, le message SMS, ça peut être utile, mais on ne manage pas dans la nuit un message à 1h du mat pour dire « j'ai un problème demain matin, machine est absente, est-ce que tu peux venir à 7h le remplacer ?» Bon, normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Sachez aussi que même lorsqu'un salarié n'a pas une tâche particulière à réaliser, c'est un peu bizarre le droit social, il peut être presque inactif, mais s'il est à la disposition de l'entreprise, il attend par exemple le chargement d'un camion, mais enfin, il est sur place, il peut être considéré comme étant en travail effectif et donc on doit non seulement le payer, mais éventuellement même le déclarer en heures supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas vaquer, comme on dit, à ses occupations personnelles et que, alors vous allez me dire, il peut regarder son téléphone portable comme il fait tous, voire même il y en a, il regarde des vidéos, n'empêche, il est sur site, il est censé répondre à la seconde si on a besoin de lui. Selon la Cour de cassation, il est en train de travailler en fait. Et puis, à l'inverse, le salarié ne doit pas décider seul d'effectuer des heures supplémentaires, de travailler. On doit le lui rappeler. Je pense que c'est important comme de cadrer les choses. Plus vous les aurez cadrées en amont, plus vous éviterez des sujets de contestation. Donc, en général, on préconise de le mettre dans le contrat de travail ou de le mettre dans des notes de service. On préconise aussi sans sortir la Kalachnikov, mais on préconise aussi de temps en temps de faire un rappel un peu ferme pour dire, moi, ce n'est pas les horaires que je vous ai demandé. Donc, s'il y a un problème, je suis à votre disposition, on peut en parler, mais il n'est pas normal que, alors si ce sont des administratifs, vous envoyez des mails à n'importe quelle heure, ou si ce sont des gens à la vigne, que je vous y vois encore à telle heure, je ne comprends pas ce qui se passe. Et on en parle. Ce n'est pas forcément litigieux, conflictuel, mais on souligne la chose et on instaure un débat sur la problématique de manière à ce qu'on ne puisse pas nous reprocher par la suite d'avoir donné ce qu'on appelle un accord implicite, parce qu'il faut savoir que la Cour de cassation considère que si vous fermez les yeux, mais que vous ne pouviez pas ignorer, parce que, mettons, il y a 10 témoignages qui disent « Oh, tous les jours, Madame Machin, elle sort à 20h le soir. » Eh bien, vous le savez, c'est au vu et au su de l'employeur. À ce moment-là, le juge, il dit « Puisque vous saviez, vous n'avez rien fait, vous vous êtes abstenu, donc c'est que finalement, vous avez laissé faire, donc finalement, c'était avec votre plein assentiment, votre accord. »
Toujours sur les horaires, les expressions qu'on entend souvent, le système de la récup, c'est un mot que j'entends, c'est comme les extras. Les extras, ça veut rien dire. La récup, ça veut rien dire. C'est un mot qui n'existe pas dans le code du travail et que la terre entière utilise. Donc, ce qu'on appelle souvent la récup, c'est soit ce qu'on appelle du repos compensateur, soit une contrepartie obligatoire en repos, ou alors ça peut aussi être de l'annualisation du temps de travail. Bon, dans ce grand fourre-tout, en gros, ce qu'il faut savoir, je ne veux pas être trop longue aujourd'hui, bien sûr, c'est que c'est encadré par les textes. On ne fait pas ce qu'on veut. Le seul moment où, à la limite, on peut faire ce qu'on veut, c'est dans la semaine civile. C'est-à-dire, et encore, il vaut mieux tracer. Là, pour le coup, le petit SMS peut être pas mal. C'est-à-dire, si quelqu'un a fini tard ce soir et que demain matin, on l'autorise à venir avec 1 heure de retard, enfin 1 heure plus tard, on l'écrit quelque part. S'il y a une feuille d'émargement, on le note à la main. Moi, je suis très manuscrit. Mais bon, ça peut aussi être avec un téléphone. En tout cas, on laisse une trace. Dans la même semaine civile, ça ne pose pas de difficulté. Dès qu'on commence à déborder, notamment de la récup sur le mois prochain, dans 15 jours, etc., eh bien là, on met le doigt dans un engrenage de problèmes parce qu'en réalité, on fait ce qu'on appelle de l'annualisation sauvage, ce qui sort des textes, et donc on met le doigt dans un risque important d'heures supplémentaires. Surtout qu'il faut savoir que ce que les gens habituellement appellent la récup, c'est qu'ils donnent, tu as travaillé 1 heure de plus, tu viens 1 heure de moins demain. Ça, c'est sur la même semaine. Mais normalement, la récup au sens repos compensateur qui vient après 1 heure supplémentaire, elle est majorée. L'heure supplémentaire en France, c'est majoré soit de 25%, soit de 50%. Donc 1 heure égale 1 heure un quart ou 1 heure et demie. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Bon, voilà quelques petites peaux de banane habituelles sur les horaires. Toujours sur les horaires, alors ça, pardon, je crois que j'ai fait une erreur de manip, on l'a déjà vu. Alors, attendez, voilà, je change de slide. Voilà. Pour sortir, pardon, de la durée du travail, pareil, la culture de l'oralité, je la vois souvent sur l'argent. Un salarié vous demande une avance. Je l'ai encore eu il n'y a pas longtemps. Une avance ou un acompte ou un prêt, peu importe la qualification. Il doit vous en faire la demande écrite. Je vois encore très souvent, notamment dans le monde agricole ou viticole, des arrangements de gré à gré parce que ça s'est toujours pratiqué comme ça et qu'on est sympa et qu'on veut être bienveillant. Ok, mais derrière, si on n'a pas de traces, et entre nous, il n'y a pas que dans le monde agricole, j'ai une start-up là dans l'informatique il y a 15 jours avec une reconnaissance de dette de 47 500 € pour un cadre. Hein. Donc, il faut écrire les choses. Si on a un retard dans l'établissement de la paye, ça, je le vois souvent, notamment parce qu'il y a encore des gens qui font leur paye seuls, et donc il peut y avoir des difficultés dans ce cas-là. Il y a un retard dans l'établissement de la paye, dans le règlement du salaire. On prévient, on vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Il faut expliquer les choses par écrit. Où on a changé de logiciel, voilà, avant on était payé le 5, maintenant on sera payé le 10. Ça fait un écart. Moi, je suis souvent amenée à rappeler à mes clients en disant, oui, mais les gens, ils ont un loyer à payer. Donc, quand on est payé au SMIC, effectivement, le 5 ou le 6 ou le 7, ça peut faire des agios à la banque. C'est important. Donc, pareil, si on est dans l'anticipation, et il vaut mieux l'écrire dans ce cas-là, le dire, c'est important, mais l'écrire, c'est encore mieux, eh bien, on vous en tiendra moins rigueur. Toujours sur les questions pécuniaires, le solde de tout compte, je vois aussi souvent des problèmes avec ça. Alors, on dit que l'expression consacrée, c'est que le solde de tout compte est quérable. Ça veut dire que c'est au salarié de venir le chercher. Alors, vous savez, c'est le grand classique, je vois souvent ça du patron qui dit « Eh bien, il n'a qu'à venir ». Bon, effectivement, c'est vrai, la règle, c'est que le salarié doit venir chercher son solde de tout compte, mais pas ses documents de fin de contrat. Donc, pour les salariés qui ont retrouvé du boulot tout de suite, bon, souvent, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais quelqu'un qui va s'inscrire à France Travail, il ne peut pas toucher ses allocations. Souvent, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils ils transmettent l'attestation France Travail via la DSN. Et donc, du coup, ils pensent que voilà, c'est fait, il n'y a pas de problème. En réalité, l'employeur a l'obligation, même en cas de démission, hein, ce n'est pas le sujet, il a l'obligation de remettre au salarié ses documents de fin de contrat. Et puis, vous savez quoi? Si vous ne lui remettez pas son solde de tout compte, souvent les gens se disent « Ah oui, mais il faut qu'il signe ». Vous savez, le reçu pour solde de tout compte, de toute façon, on a 6 mois pour le dénoncer de toute façon.
Donc, je vais vous dire, moi, je trouve, c'est mon petit conseil, mais je trouve qu'il vaut mieux se débarrasser rapidement du sujet parce que sinon, on a vite fait de se retrouver à l'audience de référé, où je serai demain matin, pour la petite histoire, à 9 heures, avec 3 dossiers. Donc, on en a des référés sur des petits problèmes comme ça, de prévoyance pas réglée, ils m'ont pas réglé mon préavis, j'ai pas touché, il me manquait tel document. Et ça, c'est des problèmes, j'allais dire, assez simples normalement à régler. Il vaut mieux éviter de se retrouver avec à prendre un avocat, aller à l'audience, etc., pour des choses qui souvent n'en valent pas la peine. Je vous ai aussi mis quelques slides qui concernent la rupture du contrat de travail parce que là aussi, je vois très souvent des gens qui ne connaissent pas cette notion qui impacte beaucoup la culture d'une entreprise, c'est la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, que moi je préfère, parce que j'ai connu la création de ce truc, c'était en 97-98, donc ça date pas d'hier. À l'époque, on appelait ça l'auto-licenciement, et je trouve que l'expression est beaucoup plus claire pour les gens. Le salarié peut s'auto-licencier, c'est-à-dire que s'il considère que son employeur a commis des manquements très graves à ses obligations, n'importe quelle obligation, qu'elle résulte de la loi, de la convention collective, du contrat de travail, il ne lui a pas payé ses heures sup, il ne lui a pas payé certaines primes, etc. Bon. Si ces violations du droit sont suffisamment graves au point d'empêcher la poursuite du contrat de travail, elle est devenue impossible. Le salarié peut, ce qu'on appelle, prendre acte de la rupture à vos torts. C'est comme une démission, sauf qu'elle est motivée par vos fautes, entre guillemets, et par les circonstances qui sont litigieuses. Il s'en va du jour au lendemain. Il n'est pas tenu de faire un préavis, contrairement à la démission. Il saisit le conseil de prud'homme et il lui demande de condamner l'entreprise à toutes les indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il avait été licencié sans cause réelle sérieuse. En général, le patron, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit, mais moi, j'ai licencié personne, je ne sais pas de quoi on me parle, et j'ai rien vu venir. C'est vraiment des situations dans lesquelles le patron se prend le mur totalement. Et en général, quand on creuse, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en fait, ce sont des vieux litiges larvés et où on est encore sur une vieille culture d'entreprise du « si tu n'es pas content, la porte est ouverte ». Souvent, pas toujours, mais souvent, on se rend compte que le salarié a lancé des alertes, même souvent par écrit, et qu'on ne lui a pas répondu parce qu'on n'a pas jugé utile de le faire. Et donc, ce concept de la prise d'acte de la rupture au tort de l'employeur, qui a été, je vous dis, c'est une création jurisprudentielle qui a maintenant une trentaine d'années, a fondamentalement changé quand même la culture d'une entreprise parce qu'on ne peut plus laisser comme ça un salarié envoyer des mails, des WhatsApp, des SMS pour se plaindre de quelque chose. Je suis harcelé par mon collègue, il y a machin qui me tyrannise, vous ne m'avez pas payé ceci. Encore une fois, ce n'est pas seulement les fautes du patron, ça peut être aussi les fautes d'un collègue. Anne-Sophie parlait tout à l'heure de 2 salariés qui se bagarraient, enfin au sens figuré, mais ça peut être des bagarres physiques parfois. Moi, j'ai déjà connu dans un restaurant une histoire comme ça. Eh bien, à ce moment-là, les deux, comme a dit Anne-Sophie, ont démissionné. Je ne sais pas de qui elle parlait exactement tout à l'heure, mais on peut imaginer que les deux se retournent contre l'employeur en disant « mais vous saviez, ça faisait des mois qu'on vous a prévenu et vous n'avez rien fait. Donc, c'est de votre faute parce que nous, on a le droit à être en sécurité sur notre lieu de travail et à ce que notre employeur contrôle les choses. » Toujours les problèmes d'oralité, encore une fois, on les a sur le disciplinaire. Alors là, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes. J'espère que la plupart d'entre vous connaissent ces sujets-là, mais ça fait du bien de les rappeler de temps en temps. Donc, les procédures disciplinaires, au-delà du simple avertissement, requièrent une convocation écrite, un entretien préalable. La convocation doit être remise en main propre, contre récépissé, ça veut dire on l'imprime en double, on la signe, on signe 2 exemplaires, on en remet un au salarié, il la date, il la signe. Et puis s'il ne veut pas, on l'envoie en recommandé. Pour la petite histoire, le recommandé, maintenant, on peut le mettre sur le site de la Poste, ça va très vite. En tout cas, on réagit rapidement, parce que sinon, c'est le salarié qui peut vous couper l'herbe sous le pied et vous envoyer tout de suite un petit message. La convocation doit mentionner la possibilité de se faire assister par un collègue de la même entreprise ou par un conseiller du salarié si le licenciement est envisagé à titre de sanction. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Dans les problématiques de discipline, les problèmes récurrents, première question, c'est « j'ai sanctionné 2 fois la même chose ». C'est interdit. Donc, on réfléchit avant de sanctionner. J'entends souvent des patrons qui me disent « ah, je lui ai fait un courrier de recadrage ». Ah bah donc, si vous l'avez recadré,
C'est donc que je ne peux pas me resservir une deuxième fois des mêmes reproches pour licencier ou mettre une mise à pied, par exemple, puisque vous me dites que vous avez déjà envoyé un courrier qui sanctionne. Ah, mais je n'ai pas écrit le mot avertissement dessus. Ouais, mais ça, peu importe. Le juge, il va regarder, est-ce que le contenu de votre courrier s'analyse en fait en une sanction. Autre problème récurrent que l'on a des gens qui envoient une mise à pied conservatoire. Ah, au fait, la mise à pied à titre conservatoire, elle est toujours par écrit. On ne dit pas à quelqu'un, tu t'en vas d'ici, tu rentres chez toi et sans rien écrire. Ça, on l'a souvent, hein, c'est ce qu'on appelle un licenciement verbal. Et alors là, c'est indéfendable derrière. Donc, la mise à pied à titre conservatoire, tu t'en vas, tu sors, tu rentres chez toi, on l'écrit. Et on n'oublie pas le mot à titre conservatoire. J'ai déjà vu aussi qu'on ait oublié ce terme-là. Et on met dans le même courrier, ça évite les débats sur il a attendu 3 jours, etc. On met dans le même courrier une convocation à un entretien préalable. Sinon, on prend le risque que la mise à pied conservatoire soit requalifiée en mise à pied disciplinaire. Je vous le disais déjà tout à l'heure, mais je vais le répéter, on évite la communication par SMS, par WhatsApp, par Messenger et tout le tout team qui contiennent des reproches, qui peuvent être requalifiés en sanctions. Et puis les gens se lâchent maintenant comme s'ils étaient à l'oral hein, dans ces petits messages textes. Et ben en général, c'est pas bon. On écrit des bêtises, il vaut mieux faire attention. Surtout que derrière, encore une fois, on ne pourra pas resanctionner une deuxième fois. Alors c'est vrai que souvent les gens me disent, mais alors il faut écrire ou il ne faut pas écrire? Bah, il y a des fois où il vaut mieux pas écrire et puis il y en a d'autres, en tout cas, on réfléchit. Est-ce qu'on va vouloir faire une autre sanction après? Auquel cas, on temporise, on attend un petit peu, on réfléchit et on enclenche la bonne procédure disciplinaire tout de suite. Toujours sur le disciplinaire, un truc que les gens oublient souvent, c'est qu'on a 2 mois pour engager la procédure disciplinaire. Donc, on ne peut pas venir avec un sac énorme qu'on me met sur la table en disant « Ah voilà, on va remonter à il y a 2 ans, c'est pas possible, j'arrête pas de lui dire, etc. J'arrête pas de lui écrire. » Non, on a 2 mois à compter de la découverte des faits, qu'il va falloir prouver cette date de la découverte des faits, pour engager la procédure disciplinaire, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien préalable et puis éventuellement donc le licencier. Et donc, il faut être capable de prouver tout ça. Attention, l'employeur, c'est aussi son préposé. On a souvent cette difficulté qui est que le salarié va plaider en face en disant « mais il savait déjà ». En réalité, ce n'est pas le patron qui savait, c'était le N+1 qui savait. Et dans ces cas-là, on se retrouve un peu dans une problématique de c'est qui l'employeur. Donc, il faut former pour ceux d'entre vous qui ont des cadres, enfin des encadrants, on va dire, il faut les former à, dès qu'il y a une difficulté, une faute ou une suspicion de faute, il faut immédiatement me prévenir, moi, patron, pour que je puisse décider des suites à donner aux faits qui sont reprochés. Parce que sinon, en plus, il faut pouvoir justifier pourquoi on a tardé. Il y a des dossiers dans lesquels on tarde volontairement parce qu'il y a une enquête à mener. Il y a des investigations à conduire. Dans ce cas-là, si on peut en justifier, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toujours évident. Je vous ai remis attention au licenciement verbal, on est toujours sur l'oralité, puisque le licenciement, vous le savez, j'espère, doit être notifié en recommandé AR. Alors ça, souvent, tout le monde le sait. Sauf que le problème, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui allument leur dictaphone. Vous savez, ils ont tous le téléphone. Vous avez tous les téléphones manuels. Je suis enregistrée, je crois d'ailleurs. Tout le monde enregistre tout le monde. Et donc, j'ai de plus en plus de dossiers avec des enregistrements vocaux. Il faut savoir que maintenant, sous certaines conditions, c'est recevable. Et donc, j'ai des dossiers où on entend la voix du patron littéralement dire « J'ai décidé de me séparer de toi. Je vais t'adresser un courrier, mais ce matin, tu peux rentrer chez toi. » Dans le « j'ai décidé de me séparer de toi », même si le monsieur derrière, vous voyez, il envoie un courrier, etc., il fait toute la procédure, bon, je peux essayer de plaider, mais c'est compliqué quand même. Ça s'appelle un licenciement verbal. On a aussi des dossiers, pour être bienveillant, où le patron, juste avant de poster sa lettre de licenciement, va passer un coup de fil au salarié pour dire « Bon, alors, je t'envoie un courrier ». Ça, la Cour de cassation dit, en fait, c'est un licenciement verbal puisque le courrier n'était pas encore parti. Donc, je vois quelqu'un qui se prend la tête. Donc, on est effectivement, voilà, il y a des règles à connaître. On est en matière disciplinaire dans un environnement
contraint, un environnement juridiquement teinté, enfin voilà, avec des obligations de formalisme. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un petit peu le maître mot de mon intervention, c'est que, attention, il y a quand même du formalisme à respecter, et autant il y a certaines règles qui ne coûtent pas trop cher, autant il y en a d'autres, ça coûte très très cher de ne pas les respecter. Oui. Excusez-moi. Je veux dire, une histoire de politesse, hein, j'entends parler. Non, on ne prévient pas quelqu'un. Alors, la loi dit, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait des lustres, pour licencier quelqu'un, on doit, tout licenciement, ou toute sanction d'ailleurs, sauf l'avertissement, doit être précédé d'un entretien préalable. L'entretien préalable doit lui-même être précédé d'une convocation qui doit parvenir au salarié 5 jours ouvrables avant l'entretien. Ah, vous pouvez vous parler, mais ça ne sera pas un entretien préalable à licenciement. L'entretien préalable sert à se parler quand même, hein. Donc, l'entretien préalable, c'est je vous informe que j'ai l'intention de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre, éventuellement pouvant aller jusqu'à votre licenciement, conformément à l'article Trucmuche du Code du travail, parce que la loi a organisé cette discussion, si vous voulez. Donc, je déconseille en général aux gens de dire 3 jours avant, tu sais, on va peut-être parler licenciement, on va peut-être se séparer, hein. Parce que là, vous risquez de vous mettre dans des histoires compliquées à gérer derrière. Le salarié va vous couper la politesse, va vous griller la politesse. Si ça se trouve, vous n'avez pu le revoir le lendemain matin, et 2 jours après, vous allez peut-être recevoir un arrêt de travail, etc. Enfin, vous voyez, bon, donc, si vous voulez engager une procédure disciplinaire, vous l'engagez en bonne et due forme. Donc, convocation, entretien préalable. La personne a le droit de se faire assister. Accessoirement, ça évite les discours de oui, mais moi, je me suis retrouvée tout seul il y avait 3 personnes devant moi, c'était un tribunal où il y avait monsieur et madame dans les exploitations familiales, vous voyez, enfin, et du coup, on n'a aucune trace. Donc là, au moins, c'est bien. J'ai un courrier qui dit tu peux te faire assister. J'ai l'entretien qui est cadré. Il y a un compte rendu, si possible, de l'entretien préalable. On le fait signer. Ensuite, j'ai un délai de réflexion qui est de 2 jours ouvrables minimum. Je crois que je l'ai écrit sur un slide, mais juste après, ou je ne sais plus, c'est là. Voilà, donc j'ai un délai de réflexion minimal qui est 2 jours ouvrables, et j'ai un délai maximal qui est d'1 mois. Vous voyez, c'est encadré. Et je me permets de 2 secondes. Effectivement, le fameux licenciement verbal peut de toute façon aussi arriver malheureusement pendant les fameux 2 jours. Si vous avez l'entretien le lundi, normalement le jour de l'entretien ne compte pas, donc ça fait mardi, mercredi. Vous ne pouvez poster votre courrier de licenciement que jeudi. Et si vous prévenez votre salarié mercredi, il va recevoir sa lettre de licenciement. Au-delà que c'est un licenciement verbal, vous ne respectez pas le délai de 2 jours. Parce que vous n'avez pas le droit en tant qu'employeur, la loi dit, vous devez réfléchir au moins pendant 2 jours ouvrables pour ne pas faire de bêtises, parce que rompre le contrat, c'est une sanction lourde. Donc, c'est bien pour ça qu'effectivement, tout est… La loi vous dit, vous devez réfléchir. Donc, par définition, si vous passez un coup de fil… Alors, on parle là d'un arrêt de la Cour de cassation l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit et sourire, parce que c'est un DRH qui appelle son salarié pour le prévenir, qui lui poste la lettre. Alors, vous savez, souvent, ce sont des dossiers où… je vais vous donner un exemple tout bête, mais il y a une réunion commerciale le lendemain, on n'a pas envie que le monsieur y vienne, donc on lui dit ton courrier est posté, hein, donc c'est pas la peine de venir. Bon. Et donc le salarié en question, apparemment, enfin dans l'arrêt, il y avait des témoins, il a mis le téléphone sur haut-parleur et il avait 3 témoins qui ont témoigné, 3 ou 2, je ne sais plus, enfin qui ont témoigné qu'effectivement ils avaient entendu le DRH prononcer ces mots. Et alors, je n'étais pas dans l'affaire, mais on a très souvent des dossiers comme ça. Le licenciement verbal, ça reste dans les très petites entreprises quelque chose d'assez classique, mais aussi dans les grandes entreprises. Hein. Et moi, j'ai eu là à plaider il y a 3 semaines, je vous dis, un constat d'huissier où on entend, qui retranscrit un enregistrement vocal de la personne qui dit c'est pas la peine de revenir. Alors, j'ai plaidé quand même que dans la suite de la phrase, je n'ai pas encore le résultat, mais dans la suite de la phrase, la personne dit tu vas recevoir un courrier, nous allons mettre en place la procédure.
Donc, j'ai plaidé évidemment en disant, on voit bien qui dit qu'il va mettre en place la procédure. N'empêche que le début de la phrase, c'est quand même, tu peux rentrer chez toi, j'ai décidé de. C'était vraiment le mot problématique dans mon dossier. Voilà, donc je passe sur le début de ce slide dont on vient de parler. Voilà, on dit pas. Alors, c'était des exemples que je vous avais mis. On ne dit pas pendant l'entretien préalable que le salarié va recevoir sa lettre de licenciement. Par définition, vous n'êtes pas censé encore avoir décidé. Ou qu'il va percevoir. Souvent, on vous dit, mais alors, je vais toucher combien? C'est quand que je le reçois, mon solde de tout compte? On ne lui dit pas. Ce n'est pas encore décidé. Ou que son préavis prendra fin à telle date, etc. On n'annonce pas la suite. Moi, la phrase magique que je dis toujours, c'est « Nous vous tiendrons informés dans les formes et les délais requis par la loi ». Et c'est tout. Bah oui, il y a la loi. Et donc, on n'annonce pas le licenciement ni par SMS, ni par téléphone, ni pour être, pour prévenir la personne. Donc, j'avais anticipé sur ce slide les moyens de preuve, même illicites ou déloyaux, c'est-à-dire ceux qui sont obtenus à l'insu de l'interlocuteur, en violation donc de sa vie privée. Vous savez que normalement, on n'est pas censé enregistrer quelqu'un sans le prévenir. En 2023, la Cour de cassation a ouvert une grande porte en assemblée plénière. Elle est venue dire que sous certaines conditions, maintenant, ces enregistrements peuvent être recevables. Et il y avait notamment, donc c'était des affaires en droit du travail, alors c'est aussi dans les divorces, etc. Enfin, c'est tout le droit civil maintenant. Ça l'était jusqu'à présent en matière pénale. Évidemment, si je vous menace de mort comme ça, voilà, vous allez m'enregistrer, ça servira de preuve, vous allez remettre la preuve aux policiers, aux gendarmes, ils vont s'en servir. Mais jusqu'à présent, en matière civile, ça n'était pas recevable, parce que c'était une preuve qu'on avait obtenue de manière déloyale. Eh bien, désormais, la Cour de cassation nous dit, si c'est indispensable, alors le mot est assez fort et c'est au juge d'apprécier, si c'est indispensable à l'exercice du droit de la preuve, il n'y a pas d'autre moyen de prouver, et si c'est proportionné au but recherché, c'est-à-dire que vous ne produisez pas un enregistrement qui dure 5 heures, vous ne m'avez pas filmé toute la journée, mais vous ciblez pile poil sur tel et tel mot, telle phrase et tel moment de la journée, alors éventuellement, le juge va accepter de regarder ce qu'il y a dedans. Que ce soit côté employeur pardon, ou côté salarié, bien sûr. Oui. Oui, le juge, il va avoir tendance à dire, vous voyez bien, vous avez une autre preuve, donc celle-là, je ne la prends pas. Mais pour un licenciement, ça va être quasiment comme c'est verbal. Ah oui, là, tout ce qui est verbal, par définition, voilà. Mais sauf, oui, enfin voilà. Alors, par exemple, là, dans ce dossier auquel je pense, là, du mois d'avril, je crois, il n'y avait pas d'enregistrement de la conversation téléphonique du DRH qui dit « je vais te poster ta lettre demain ». Il n'y avait que 2 témoignages, je crois que c'était 2 témoins, il me semble, à me souvenir. On aurait pu imaginer qu'il y aurait pu y avoir l'enregistrement en plus. Voilà, typiquement, peut-être que le juge aurait pu dire « bon, les témoins suffisent ». Mais vous voyez ce que ça induit comme aléa judiciaire. C'est-à-dire qu'en gros, nous, en amont, on ne saura plus dire à nos clients vraiment avec certitude, ça passe ou ça passe pas, quoi. Et puis surtout, ça induit des comportements, ça induit un vrai chamboulement dans nos vies quotidiennes, ça, hein. C'est-à-dire qu'on est envahi par des enregistrements, des images. Moi, il ne se passe plus une journée sans que j'ai des gens qui me balancent des enregistrements vocaux que je n'ai pas le temps d'écouter. Donc, on file ça à l'IA pour qu'il nous fasse un petit chat GPT là, qui vous fait un compte-rendu ou copilote dans Teams, machin, là. Et ça ne devient que ça. Donc, bon, j'allais dire, peut-être que les gens vont en revenir un petit peu, mais raison de plus alors, il ne faut pas devenir parano non plus, mais il est vrai qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'on ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand, qu'il y a des règles et qu'on peut être enregistré. Et c'est pour ça aussi que sur ce dernier slide, je n'ai absolument pas regardé ma montre, donc voilà, c'est le dernier. J'avais fait ce petit slide pour amener une transition aussi, parce que c'est vrai que, voilà, il ne faut pas être parano, comme je disais. On peut avoir des relations extrêmement chaleureuses, bienveillantes avec ses collaborateurs, quel que soit, et je tiens à ce premier mot-là que j'ai écrit, parce que c'est quelque chose que j'ai très souvent vu dans le secteur Agriviti, hein. Quelle que soit la nature de vos relations extra-professionnelles. On est souvent dans des entreprises familiales, petites, avec même des couples, mais on l'a aussi, moi j'ai plein de dossiers dans des très grandes entreprises avec des couples, hein. Donc, quelles que soient les relations familiales, amicales, affectives
et même plus si affinité intime, le salarié reste un salarié et vous restez l'employeur. Donc, j'allais dire, c'est tout bête, hein, même si c'est votre mari, votre salarié, ou même si c'est votre femme, le salarié, c'est votre femme, mais c'est aussi votre salarié. Donc, en tant que tel, il a des droits, en tant que tel, vous en avez, il a des obligations, et vous en avez aussi. Pourquoi? Parce que c'est la définition même de ce qu'est un contrat. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un contrat, même verbal, avec vous. Donc, un contrat, c'est quelque chose qui vous unit par des obligations. Vous allez me dire le contrat de mariage aussi, mais c'est d'autres styles d'obligations, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, un salarié a des obligations, mais vous en avez aussi. Donc, ça reste un subordonné. Vous restez le chef d'entreprise. Donc, c'est vous qui êtes titulaire du pouvoir de direction, de gestion, d'organisation. Combien de fois j'ai vu des patrons me dire « Oh, moi, je ne sais pas, ils font comme ils veulent. » Non, c'est vous l'employeur. Vous ne pourrez pas vous défendre en disant « Oh, moi, je suis cool, hein, ils font comme ils veulent. » C'est vous qui êtes censé, par exemple, contrôler les horaires de travail. Par exemple, définir qui fait des heures sup, qui n'en fait pas. Et puis, par ailleurs, en tant qu'employeur, c'est vous qui êtes titulaire d'une obligation de prévention. Donc, on revient à ce qu'on disait au début, la prévention, ce qui est un peu le fil rouge qui nous réunit ce soir. Prévention des risques, pas simplement juridiques, des risques physiques, mais aussi des risques psychosociaux. Anne-Sophie disait tout à l'heure, quand le salarié s'en va, c'est trop tard. Ça l'intéresse de savoir avant de venir si c'est cool chez vous. Donc, ça peut être très cool, ça peut être très sympa, tout en étant respectueux et donc savoir mettre la bonne distance dans la manière de s'adresser aux gens. On n'est pas obligé de les vouvoyer systématiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça oblige à mettre une certaine distance, à avoir un respect mutuel. Et ça vous protège, vous, ce respect. Dites-vous bien que c'est vous que ça sert. Pardon. J'ai juste une petite question dans le chat. Je pense que c'est oui, alors moi, je ne vois pas du tout. Oui, il n'y a pas l'écran. Qui était, on parlait, c'est pile dedans. On a quelqu'un qui a une salariée en CDI à temps partiel. Elle fait du travail administratif, mais elle veut donner un coup de main dans les vignes occasionnellement. Ah oui. Je j'ai oublié d'en parler de ça. La question, c'est faut-il lui faire un autre contrat de travail ou est-ce qu'on lui fait signer un avenant? Ni l'un ni l'autre. Je suis contre. Elle ne va pas être contente, hein, parce qu'elle veut travailler plus pour gagner plus, hein, si j'ai bien compris. Puis vous aimeriez bien qu'elle travaille plus pour gagner plus. Alors, la pratique qui est répandue. Non, c'est vrai, c'est très… on a vite fait de se casser la figure là-dessus, parce que la Cour de cassation dit qu'un salarié à temps partiel… Oui, je crois que j'avais un slide qui a peut-être passé un peu vite entre mes mains. Un salarié à temps partiel, on ne peut pas le faire travailler à temps plein. C'est interdit. Voilà. On est à temps partiel ou on est à temps plein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est binaire le droit du travail. Donc, si on est à temps partiel, on ne peut pas, même à titre exceptionnel, travailler à 35 heures sur une semaine donnée ou 151h67 sur un mois donné. Donc, alors j'ai des clients qui me disent on va lui faire un deuxième contrat de travail. Hein. Habituellement, elle est, je vais dire n'importe quoi, secrétaire. Là, elle va être à la vigne. On ne fait pas 2 contrats de travail avec un même salarié pour une même entreprise, a priori. Alors, d'aucuns font des avenants temporaires de passage à temps plein. Même ça, la Cour de cassation a dit, ça n'est pas possible. Vous basculez dans le régime du temps plein. Donc, je n'ai pas de solution juridique absolument sûre, sécure à vous donner. Ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous n'écrivez rien, là, pour le coup, vous êtes sûr que vous ne pourrez rien plaider. Parce que si tout simplement la personne peut rapporter la preuve qu'elle a travaillé à temps plein à un moment donné, on est fichu. Bon. Donc, le système de l'avenant temporaire de passage à temps plein sur une semaine donnée, enfin les vendanges, si j'ai bien compris, voilà, temporairement, pendant les vendanges, vous serez à temps plein. Écoutez, ça n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. On a un arrêt dans une chaîne de magasins de chaussures, si ma mémoire est bonne, qui dit le contraire. Voilà, donc désolé. Voilà. Oui, je terminais sur… sauf s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Oui. Ah, les heures complémentaires, ça s'appelle. Complémentaire. Ouais, ça s'appelle comme ça pour le temps partiel. Les heures sup, c'est toujours au-delà de 35 heures. La durée légale en France est 35 heures. Les heures sup, c'est à partir de 35.
Bon, vous êtes à temps partiel, ça ne s'appelle donc pas des heures sup, mais vous dépassez quand même votre durée contractuelle de temps de travail qui avait été définie. On avait dit 20, enfin en l'occurrence, on avait plutôt dit 24 puisque c'est la durée minimale d'emploi en France à temps partiel. Donc on avait dit 24. Si vous faites 26, vous êtes en heures complémentaires. Alors, il y a des quotas autorisés d'heures complémentaires. Alors, normalement, votre contrat de travail prévoit la possibilité de faire 10% d'heures complémentaires. Alors, je ne sais plus si, selon votre convention collective, ça peut être passé au tiers de la durée. Je ne sais pas si c'est permis. Je ne me souviens plus si vous avez la possibilité de faire un tiers d'heures complémentaires en plus, mais vous devez respecter un quota. Voilà, ça, c'est la règle de base. Pardon ? Ben, si c'est moins, vous avez la possibilité tout simplement de demander aux salariés d'effectuer des heures complémentaires, avec toujours cette notion de pas la veille, pas la dernière minute, quoi. Ah, moins d'heures que le temps légal prévu. Ah ben non, ça, on revient dans l'annualisation sauvage dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire un gros package de, alors à l'année, c'est tant, et à l'intérieur de ça, ouais. Bah, qu'il soit saisonnier ou pas, ça, en fait, souvent, c'est deux notions qui sont confondues. La notion de saisonnier, c'est une notion qui impacte la nature du contrat en termes CDI ou CDD. D'accord ? Donc ça, c'est la notion de est-ce que c'est un durée déterminée ou indéterminée. En revanche, la notion de temps partiel, temps plein, c'est un autre problème, c'est un problème de durée du temps de travail. Vous voyez la différence ? CDD, CDI, saisonnier, pas saisonnier, durée du temps de travail. On peut être saisonnier à temps plein ou saisonnier à temps partiel. C'est un autre problème. Ce n'est pas parce que vous avez un saisonnier qu'il y a une notion de flexibilité totale, y compris sur la durée du temps de travail. Vous me suivez ? Parce que c'est ce qu'induit un petit peu votre question. Donc, j'ai un saisonnier, en l'occurrence, donc c'est un CDD. Il est à temps partiel, vous me dites. Bien. Je l'emploie, je dis n'importe quoi, 24 heures. Je ne suis pas censée le faire bosser 15 heures ni 20. Le contrat, il dit 24. Donc, si vous l'employez 20 heures, bah, vous le payez 24. Voilà. Sauf à ce que vous ayez, alors il y a des exceptions à ça, mais bon, voilà, comme toujours, il y a un cadre, il faut rentrer dedans, etc. Sauf à ce que vous entriez dans un système qui permet de faire varier la durée du travail sur un socle qui est différent de celui de la semaine, un cadre, pardon, différent de la semaine. Donc, le Code du travail, il en prévoit la possibilité au mois, enfin sur 4 semaines consécutives. Selon certaines règles, il faut qu'il y ait un affichage, il faut le déclarer, etc. Et puis, il prévoit aussi la possibilité de signer des accords collectifs d'entreprise. Bon, il faut des représentants du personnel pour ça. Et puis, on a aussi des accords de branche qui permettent de faire de l'annualisation du temps de travail. Annualisation ou une période moindre sur 4 mois, sur 6 mois. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui le prévoit. Sinon, c'est hyper rigide, c'est la semaine. Ce que je viens de vous dire, c'est que le contrat ne suffit pas. La loi, elle dit c'est un autre type de règle. Ce n'est pas le contrat qui fait la loi. Et je vois mal ma saisonnière à 16h30 dire ça y est, mon contrat est terminé, au revoir, monsieur David. Donc, c'est assez compliqué. Alors, je m'entends toujours bien parce que ça me rentre toujours dedans. Hein. C'est 24 heures sur le mois, en fait, que je fais. C'est surtout le week-end, en fait. Donc, je suis toujours OK. Et je me dis, effectivement, si le tourisme explose et que j'ai du mal à savoir si, effectivement, il n'y a pas des gens de passage qui vont arriver. Alors, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en plus, si elle fait souvent, cette personne, des heures complémentaires, au bout d'un moment, alors ça dépend des conventions de branche. Donc, il faut toujours aller vérifier la convention collective quand je vous dis un truc, parce que, surtout en matière de durée du temps de travail, il y a beaucoup de dérogations possibles. Mais au bout de 15 semaines, normalement, si vous avez une courbe avec tout le temps des heures complémentaires, ça va augmenter automatiquement le volume d'heures contractuelles. C'est-à-dire que vous êtes censé proposer aux salariés une augmentation, un avenant, qui va augmenter, entre guillemets, automatiquement son temps de travail. C'est très compliqué. La durée du travail en France, c'est super compliqué. Je vous le confirme. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup anticiper parce que même nous, les comptables, les avocats, enfin les juristes, etc., c'est très compliqué.
Oui, pareil, il y a des dérogations, hein. Vous savez, les étudiants, enfin voilà, il y a des cas, quand le salarié veut moins de 24 heures pour des raisons personnelles, familiales, voilà, il y a une liste de cas de dérogation à la durée minimale de 24 heures. Mais ça reste oui, à préciser, tout à fait, beau réflexe. L'histoire de 24 heures, ça a déjà quand même quelques années. Ouais. Mais depuis quand l'agriculture n'était pas concernée? Oui, alors là, je suis. Parce qu'au début, ça n'était pas partiel. Et elle fait pas. Parce que 24 heures, c'était le maximum. Je ne sais plus. C'est le maximum. Non, c'était le minimum. C'était le minimum, mais pas aller en dessous, sauf si c'était une demande express du salarié. En fait, c'était pour lutter effectivement contre la précarisation des emplois, c'est-à-dire, vous savez, on a beaucoup de petits volumes d'heures, et donc les gouvernements avaient dit, on va faire le temps partiel, il faut que ça soit un minimum d'heures. Donc, alors après, vous dire, dans l'agriculture, il faut vérifier la convention collective, je vous avoue que… À l'époque, qui elle m'en aurait répondu. Oui, le multi-employeur. Ouais. De dire que c'est le salarié, c'est qui fait ça, non? Oui, pour raison personnelle. Mais enfin, ça, dans ce cas-là, c'est que vous êtes soumis à la règle, par contre. Je crois que monsieur, non? Ah bon, j'ai cru que vous aviez… Bah, moi, c'est vous le maître des horloges. Hein, je me laisse faire. Hein. C'est bon? Oui. Bah, le dernier point que je mettais, c'était attention à cette distance. Si la personne est en temps partiel, comme… Il n'y a pas de solution. Ah bah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'en rigolant, je vous ai dit, ça ne va pas lui plaire, mais on se met en risque au regard de la jurisprudence actuelle. En fait, c'est tout le problème de ces dispositifs qui veulent protéger, si vous voulez, à force de beaucoup vouloir protéger. Si on dit le salarié à temps partiel ne doit jamais travailler à temps plein, c'est une règle absolue. Oui. Donc, c'est censé protéger la personne qui est à temps partiel. Et c'est vrai que le coût des vendanges, bon, voilà. Alors, vous dire, souvent les gens me disent « mais je le vois très souvent ». Moi aussi, je l'ai souvent vu, hein, pendant les soldes, dans les magasins. Enfin, des exemples, il n'y a pas que chez vous dans les vendanges, hein, il y en a partout. Donc, les gens, en général, ils font un avenant, mais la Cour de cassation, elle ne valide pas. Parce que pour le moment, dans le texte du Code du travail, il y a salarié à temps partiel, pas temps plein. Never. Jamais. Même avec son accord. Non, justement, les heures complémentaires ne doivent en aucun cas permettre de porter la durée du travail, même une semaine donnée dans l'année, au temps plein. Et c'est hyper sévère. J'ai plaidé des dossiers dans lesquels on me demandait la requalification en temps plein sur 3 ans. Encore une fois, ça vous fait des rappels de salaire à 35 heures, 52 semaines x 3, au minimum conventionnel. Ah, c'est différent. Ouais. Là, vous n'êtes pas à temps plein. 34h30, 34h75, 34h80 si vous voulez. Allez-y. Merci. Merci. Super.